c'est-à-dire l'extermination, le génocide et le nettoyage ethnique, je ne peux plus le voir comme un frère. Et lui, il a le courage de le dire comme ça. Et c'est déstabilisant quand vous entendez ça. Et en même temps, vous le comprenez très bien. Il définit l'autre par rapport à une expérience historique. Qui vous dit, vous, que si ça vous arrivait, vous n'arriveriez pas à cela? Et ça, c'est tellement présent que vous avez même dans la tradition musulmane quelque chose qui vous dit attention, que la haine d'un peuple pour ce qu'il a fait ne fasse pas de vous que vos émotions l'emportent sur votre raison. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. Regardez cet effort fondamental qui est important. Ô vous qui portez la foi, que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des circonstances historiques qui peuvent vous mener à rejeter un peuple sur des considérations qui sont injustes et racistes. Raciste parce que vous avez réduit le peuple à ce que certains ont fait chez ce peuple, c'est-à-dire l'extermination et la guerre. Et ça veut dire, par exemple, que même par rapport à Israël aujourd'hui, qui oppresse, à aucun moment on peut réduire tous les Juifs à l'expérience historique d'Israël. Toute personne qui va vers la haine du Juif au nom de la politique israélienne commet sur ce verset une erreur. C'est-à-dire il a laissé elle a laissé son émotion l'emporter sur la piété des justes. Et les justes font en sorte que spirituellement, ils déterminent les différences, ils ne réduisent pas. Donc, quand quelqu'un vous dit « moi je ne suis pas raciste », attention. Dire « je ne suis pas raciste », ça veut dire « j'ai fait tout un travail sur moi de faire face aux potentialités de mon racisme. Et donc je me maîtrise. » La vraie position antiraciste est une position de maîtrise, c'est travailler contre nature. Et je vais vous surprendre, il est naturel parfois, il est naturel dans la nature humaine de pouvoir potentiellement devenir raciste, de faire d'un autre peuple la cause de tous mes problèmes ou la réduction des problèmes. Nous sommes naturellement racistes, nous devons être intellectuellement et spirituellement humanistes. L'humanisme, c'est une éducation, c'est pas une position de nature. Et ça, encore une fois, on le retrouve partout. Donc cet autre, il va falloir le construire constructivement avec un vrai travail. La deuxième des dimensions, et vous allez vous rendre compte comment des choses tout à fait positives et neutres au départ peuvent se transformer en que se passe-t-il quand finalement c'est l'inverse? Ça n'est pas votre éducation et votre spiritualité, ce n'est pas votre position intellectuelle qui va l'emporter, mais votre émotion. Que va-t-il se passer? Exactement ce que vous voyez aujourd'hui dans pratiquement tous les pays européens, occidentaux, du Canada aux États-Unis, à tous les pays européens jusqu'à l'Australie, mais pas seulement, dans les pays majoritairement arabes, majoritairement musulmans, et dans les pays arabes, vous allez vous apercevoir que quand l'émotion, exactement le contraire du verset, que la haine d'un peuple, quand on va jouer, non pas sur la haine, mais sur les peurs, eh bien on va pouvoir développer une philosophie dont le défi, qui devait être celui de se maîtriser, va produire exactement le contraire. En fait, c'est exactement là où jouent tous les partis politiques populistes. Ils jouent exactement à cela. En fait, nous avons besoin de l'autre pour nous enrichir par le miroir et la différence. Les populistes vont faire de l'autre l'élément négatif de la définition de soi. Je répète, les populistes vont faire de l'autre l'élément négatif de la définition de soi. En fait, on devient l'autre vis-à-vis duquel on va se définir en opposition. Pourquoi? Parce qu'on va jouer sur la peur. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Le Canada a été pendant des années une terre de migration et d'immigration.
Et ça a été l'une des caractéristiques de la politique multiculturelle, jusqu'à ce que des courants entrent dans le pays et finalement construisent, au nom de la peur des gens, des campagnes politiques qui définissent l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez devenir canadien, vous pouvez, dans la multiplicité des couleurs, être canadien, mais il va y avoir quelque chose en vous qui vous définit comme l'autre. L'autre vis-à-vis duquel nous allons nous construire. C'est partout en Occident un danger aujourd'hui qui nous habite. Raison pour laquelle, si vous n'êtes pas équipé intellectuellement et spirituellement, et même religieusement, à aborder cette question de l'autre en sachant de quoi il s'agit, que nous sommes tous aujourd'hui avec des semblables qui nous ressemblent, certains nous ressemblent et nous sécurisent, d'autres ne nous ressemblent pas et nous questionnent. Ils touchent notre zone de confort, il faut vivre avec. Et il faut l'accepter et il faut construire une philosophie de cela. Ça veut dire même que d'un point de vue islamique, pour la majorité d'entre vous qui êtes musulmans ici, quand on va éduquer une fille ou un homme dans une société multiculturelle, il faut partir de ces caractéristiques d'une société plurielle. Il faut le positiver. Non pas dans nos mosquées dire eux et nous, mais réussir à développer un vrai discours de la diversité et de l'appartenance. Donc il faut vivre avec le contexte. Mais pour ça, il faut avoir une vraie vision, il faut avoir fait un vrai travail de construction. Et la deuxième des choses, être équipé à ceux qui vont utiliser ceci de façon complètement négative. C'est-à-dire, non pas vous engager à faites un effort sur vous-même pour accepter la diversité, non. Sachez qui vous êtes pour savoir qui eux, ils sont et se définissent comme par opposition. Et donc on a aujourd'hui des mouvements populistes qui vont faire tout ce travail-là, et l'un des grands défis, c'est de faire de l'autre l'élément qui me construit, non pas celui qui me définit négativement. Et regardez pourquoi aujourd'hui c'est une question fondamentale avant qu'on en vienne aux éléments pratiques. Toutes les sociétés qui se sont définies sur des philosophies ou des projets, qu'est-ce que c'est qu'une société? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Dans ce qui a été constitué comme l'État-nation, la nation, qu'est-ce que c'est? C'est le récit commun d'une collectivité qui se comprend comme telle. On est canadien quand on participe à une vision du projet canadien de vie multiculturelle, dans la diversité, de l'immigration. Avec ce projet-là, on fait partie de la nation française, quand on participe à ce récit-là, on fait partie de la nation britannique, on participe à une nation. Qu'est-ce que c'est que la nation? C'est le récit sur soi. C'est comment, ce qu'on dit en anglais, the narrative. C'est comment on se bat. Et puis, il y a un État qui construit concrètement ceci. L'État-nation, c'est la structure étatique qui permet à la nation de vivre son destin commun. C'est la traduction en termes de loi, en termes de structure, en termes de modèle social d'un projet national, d'une nation. Quand ceci est mis en danger, quand ceci est mis en danger par la globalisation, par le fait qu'aujourd'hui l'économie est mondiale, que la culture est mondiale, que les identités nationales sont mises en difficulté, quand la nation ne sait plus se raconter, qu'est-ce qui fait que nous sommes Canadiens? Qu'est-ce qui fait que nous sommes Français? Ou qu'est-ce qui fait que nous sommes Américains? Quand la nation dans son récit est questionnée, il faut trouver un moyen d'unifier la nation. Comment on fait? Comment on fait quand les anciens repères ont éclaté? La globalisation a fait éclater les rapports de la nation. On ne peut plus être canadien ou américain sans avoir à se positionner par rapport à la culture mondiale, à l'économie mondiale, par rapport à Internet, les réseaux de communication qui font qu'en 30 secondes vous êtes en communication avec le monde entier et de l'autre côté du monde. Les repères ont changé. Eh bien, les populistes, pour pouvoir récupérer électoralement ce que la globalisation a fait perdre nationalement, vont définir un autre. Et l'autre, c'est celui qui va nous permettre de nous réunir contre lui, de nous unir, de réécrire notre récit. Et l'une des caractéristiques de cela, aujourd'hui, dans le monde occidental, c'est la manifestation de la présence musulmane. La manifestation de la présence musulmane révèle un facteur
qui va être pour les populistes de dire c'est vrai, t'es canadien, mais t'es un peu trop musulman pour être un bon Canadien. Tu es l'autre parmi nous. Et comme tu es l'autre parmi nous, on va reconstruire un récit. Vous allez en France, c'est exactement la même chose. En Hollande, c'est assez sidérant ce que vous voyez. Une société qui s'est toujours définie, nous sommes la plus libérale des sociétés libérales du monde libéral et occidental. Et tout à coup, le mouvement qui prend le dessus, le plus grand mouvement politique, est celui qui vous dit nous sommes libéral ou libéraux, en bon français, nous sommes libéraux, oui, sauf avec eux. Qui c'est? Qui sont ces eux? Ce sont les musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans, et regardez bien comment la construction va se faire, la construction, eux, ce sont les musulmans qui ne sont pas libéraux. Donc on ne peut pas être libéral avec celui qui n'est pas libéral. Il est normal qu'avec celui qui n'est pas libéral, nous ne soyons pas libéraux. Et le discours populiste, c'est ça. C'est celui qui va construire l'altérité du danger pour se construire dans une identité négative qui se donne toutes les prérogatives. J'ai bien sûr le droit de ne pas être libéral avec une religion qui intrinsèquement est une religion dogmatique. Donc reconstruire ce que c'est qu'être libéral par la définition négative de l'autre. Et vous faites deux choses de ce point de vue-là. Vous définissez un autre négatif et vous construisez une identité pour vous positive, forcément positive, puisque l'autre est négatif.